OK. Bonjour, mon nom est Daniel Savard. Moi, je travaille pour la compagnie Déco Design et on a été mandatés, nous autres, avec l'Association des administrateurs des municipalités du Nouveau-Brunswick. On a été mandatés pour préparer des études situationnelles. On a préparé des études situationnelles pour 13 municipalités de la Commission des services régionaux. Il y a une seule municipalité qu'on n'a pas fait, c'est tout simplement la municipalité de Tracadie, tout simplement parce qu'on avait déjà fait la municipalité de Tracadie l'année auparavant. Moi, je travaille présentement avec Michel Basse, qui est ici dans la salle, et l'enregistrement que vous allez voir aujourd'hui va être disponible sur l'Internet. On va la rendre aussi disponible dans les municipalités et aussi sur le site de la CSR. OK. On a appelé cette présentation « Impacts fiscaux et design, c'est plus que des dollars et cents ». OK? Je suis qui? Je suis quelqu'un qui est urbaniste de profession. Je suis urbaniste professionnel certifié par l'Institut canadien des urbanistes. Je travaille aussi avec le partenariat des collectivités durables. C'est qui tout ce beau monde-là? On parle de la province du Nouveau-Brunswick, on parle aussi de la SCHL, on parle de l'Association des administrateurs, administrateurs municipaux du Nouveau-Brunswick, on parle aussi de l'Université de Moncton avec principalement Yves Bourgeois, qui est le recteur du campus de Shippagan. On travaille aussi avec le groupe Littoral Lévis. Le projet lui-même s'appelle « Bâtir des collectivités durables avec design », bien entendu dans la péninsule acadienne, parce que présentement, on est dans la péninsule acadienne. C'est grâce au Fonds en fiducie sur l'environnement qu'on est capable de venir ici aujourd'hui et de vous donner la présentation que vous allez voir dans un instant. OK. Pourquoi la présentation? On va parler de la densité sur le budget. Quels sont vraiment les impacts de la densité sur le budget? On va parler aussi des problématiques auxquelles les régions doivent répondre. Comment pouvez-vous utiliser le design? On va parler aussi du design dans vos communautés. On va parler des études situationnelles, sessions remue-ménage et des sessions de formation pour votre communauté. OK. On est allé voir les 13 municipalités de la CSR. On les a rencontrées une après l'autre pendant 2 semaines de temps. On leur a présenté toute l'information sur les études situationnelles. Je vais vous expliquer un peu qu'est-ce que c'est une étude situationnelle dans un moment. Et toutes ces municipalités-là ont été visitées. On a enregistré aussi l'information pour chacune des municipalités et on laisse le soin aux municipalités de décider s'ils veulent rendre ça public ou s'il est mieux garder ça avec le conseil municipal. Là-dessus, on va commencer avec un grand portrait. Grand portrait dans le sens que si on regarde au niveau du continent nord-américain, on regarde à tout ce qui se passe avec les municipalités qu'on a dans le continent nord-américain, que ce soit des municipalités du côté canadien ou du côté américain. Il y a une organisation qui s'appelle Smart Growth America, puis eux autres, en 2013, ont étudié les points communs qu'ils retrouvaient avec les municipalités. Et ce que c'est qu'ils ont pu noter, c'est que à peu près toutes les municipalités ont des budgets qui sont serrés et les attentes sont élevées. Mais là, c'est pas surprenant, là. Je veux dire, à peu près tout le monde est en train de vivre ça. L'autre point qui est vraiment important, c'est que les décisions quant à savoir où construire auront des implications sur environ le tiers d'un budget municipal typique. Et nous autres, on est prêts à dire que ça va même beaucoup plus qu'un tiers. Où vous allez vous localiser vos opérations, où vous allez localiser votre infrastructure, va avoir un impact énorme, non seulement sur les coûts pour la municipalité, mais aussi au niveau des revenus que vous allez aller chercher. OK? Moi, j'ai rajouté 2 autres points que les autres n'avaient pas dans leur étude. C'est les conseils municipaux font ce qui est nécessaire pour ne pas hausser les taux de taxes. C'est pas surprenant là-dessus. Puis on est au courant de ça, puis on se dit « Ah oui, ouais, c'est vrai, ça fait bien du bon sens ». Le logement abordable, c'est nécessaire qu'on soit en Colombie-Britannique, qu'on soit complètement à l'opposé du pays, qui est les provinces atlantiques. Tout le monde veut avoir du logement abordable et on devrait toujours considérer ça. OK? Tout ça étant dit, on va commencer un petit peu avec la réalité fiscale. OK, on parle de quoi ici?
c'est que nous autres, lorsqu'on a fait l'étude situationnelle pour chacune des municipalités, on a pu voir un genre de tendance, où est-ce que ça s'en allait. On a pu voir aussi certaines corrélations. Et lorsqu'on a regardé tout ça, on s'est dit, OK, on va essayer de voir s'il y a un portrait ou un grand portrait qu'on peut voir à toutes ces municipalités-là. La corrélation qu'on peut voir en premier, c'est que les coûts des services, la moyenne est autour de 1 671 $. OK? 1 671 $, vous seriez pensé de croire que si vous êtes au-dessus de ça, c'est bon ou c'est mauvais. La majorité des gens pensent que moins tu dépenses pour les coûts par service par personne, mieux c'est. Mais la réalité n'est pas comme ça. Ça veut tout simplement dire c'est que si vos coûts d'opération par service sont vraiment bas, ça veut dire que vous n'offrez pas beaucoup de services. OK? Puis ça a aussi un impact sur une autre variable avec les municipalités qu'on appelle l'évaluation moyenne résidentielle par densité réelle brute. Je sais que c'est bien, bien long là, comme titre, là, mais ça vous donne le taux d'attraction de votre municipalité. Si votre municipalité n'est pas assez attrayante, vous ne pourrez pas avoir assez de monde qui vont venir vivre dans votre municipalité. Puis là, ça peut aussi déterminer si vous êtes en train de faire face à la dépopulation dans votre communauté. Parfait. Présentement, qu'est-ce qu'on a? On a 4 municipalités qui sont au-dessus de la moyenne. On parle de la municipalité de Caraquet, de Lamec, Néguac et Chupagan. Et toutes les autres municipalités sont en bas de ça. Et je devrais dire que votre coût des services par personne, c'est très bas. Okay? Très bas, peu importe la municipalité. C'est vrai que les municipalités veulent donner encore plus de services. Ce n'est pas une question qu'ils ne veulent pas en donner plus, mais il y a juste tant de finances qu'ils ont. Là, puis ça, je peux comprendre ça. OK. Ça veut dire quoi aussi? Au niveau des coûts des services par personne, il y a une certaine corrélation, mais moi, j'appellerais ça plus une contradiction. Plus les coûts des services par personne augmentent, moins les revenus augmentent. Ce qui est assez contradictoire. C'est que normalement, tu devrais avoir les revenus pour les coûts pour services par personne. Mais ça prouve une chose. Ça prouve qu'on a une difficulté avec les budgets des commissions, pas des commissions, mais des municipalités, là, avec leurs états financiers. Ce qui arrive, c'est que la municipalité essaie vraiment d'avoir des coûts par personne qui vont être assez élevés pour les services qu'ils veulent donner, mais ils savent que c'est difficile de demander aux gens de payer pour des services. Ça fait qu'ils vont essayer autant comme autant, puis c'est là qu'on peut voir, là, ils vont essayer autant comme autant, on peut-tu retarder le plus possible à vraiment mettre le vrai coût de ce que c'est que ça va coûter. C'est là qu'on peut voir, oui, effectivement, on est en train de le voir là, lorsqu'on regarde aux 13 municipalités qu'on a étudiées. Il y a aussi une autre chose, c'est que l'évaluation moyenne des résidents, il faudrait comprendre une chose avec ça. Je vais vous donner un exemple extrême. Pour quelle raison qu'on a des gens qui sont prêts à aller vivre à Toronto et payer 1 million pour un taudis? C'est sûrement pas parce que c'est bien construit. OK? Une bonne chose qu'on est en train de réaliser, c'est que ces gens-là sont prêts à payer le gros prix tout simplement parce que c'est une zone d'attraction. Il y a beaucoup d'activités. Tu vas aller là parce que tu es capable d'avoir un emploi, tu vas aller là parce que tu es capable de te divertir, tu vas aller là parce que, justement, il y a plus d'interaction, tu as plus, ça fonctionne plus. Là, puis tu voudrais vivre, justement, où il y a plus d'activités. OK, parfait. Lorsqu'on arrive là, c'est bien beau de dire là, que ma municipalité a 1 million, mais si, d'un autre côté, tu ne permets pas aux gens de pouvoir avoir du logement abordable, bien là, ça devient un autre problème. C'est là où est-ce qu'il faut voir que, oui, c'est intéressant pour les gens de Toronto d'avoir un taux d'attraction si élevé, mais ça enlève un paquet de monde de pouvoir vivre dans le coin. Bon, c'est pas ça qu'on veut avoir ici dans la péninsule acadienne, mais on voudrait que les gens comprennent, par exemple, que le taux d'attraction est extrêmement important. Parce que si votre taux d'attraction est trop bas, bien, ça veut tout simplement dire que vous êtes en train de faire face à de la dépopulation, puis que les gens ne viennent pas dans votre région. OK? Bon.
On a regardé aussi quelque chose que j'ai trouvé intéressant, c'est que la moyenne est autour de 130 000. Mais une moyenne de 130 000, ce n'est pas élevé. OK? Puis je vais vous expliquer un petit peu pourquoi. Normalement, on devrait viser au-dessus de 200 000 et plus. Une bonne raison pourquoi je vous dis ça. Une maison que vous allez bâtir, unifamiliale, détachée, ici dans la péninsule acadienne, ça va vous coûter environ 200 000. S'il faut que ton 2 par 4 que tu achètes à la quincaillerie vaut plus cher à la quincaillerie qu'après que tu l'aies monté pour bâtir une maison, ben, tu as un problème. Ça veut tout simplement dire c'est que ton niveau d'attraction n'est pas assez élevé. C'est là où est-ce que tu voudrais au moins récupérer l'argent que tu as mis dans ta maison, que tu as bâti. Okay? Parce que si tu n'es plus capable de revendre ta maison, bien là, les gens disent, tu bâtis une maison, puis tu es aussi bien de mourir dans ta maison parce que tu ne seras pas capable de revoir l'argent que tu as mis pour bâtir ta maison. Ça veut dire que votre taux d'attraction est extrêmement bas. Nous autres, on vous dit, essayez de viser au moins 200 000. Si c'est en bas de 200 000, bien là, on a certains problèmes. Au niveau de l'évaluation d'une maison ou d'une résidence, on a seulement 2 municipalités dans toute la péninsule acadienne qui sont au-dessus de 200 000. On parle de la municipalité de Caraquet, on parle aussi de la municipalité de Shippagan. Dans le cas de ces 2 municipalités-là, je vous dirais une chose, c'est que ne vous arrêtez pas sur vos lauriers, mais ça veut dire on va aller encore plus haut que 250 000, on va aller plus haut que 300 000. On va essayer d'atteindre des niveaux plus attrayants. On veut rendre encore ces communautés là encore plus attrayantes. On va maintenant passer au niveau des corrélations et de la population. Pour les 13 municipalités de la Commission des services régionaux, on parle de 17 500 habitants environ. On regarde ici qu'au niveau des coûts des services par personne, il y a une certaine contradiction, c'est-à-dire que les revenus par dollar d'opération diminuent. Normalement, on devrait voir que les coûts des services par personne devraient aussi avoir les revenus qui vont augmenter par dollar d'opération, mais ce n'est pas le cas. Ça veut peut-être dire une chose, ça veut dire que normalement, les municipalités sont déjà en train de voir que leurs budgets sont difficiles à gérer et les municipalités ont peut-être aussi regardent un petit peu de quelle façon ils ne pourraient pas aller chercher de l'argent ailleurs pour offrir plus de services à leurs citoyens sans être obligés de hausser la taxation ou le mandat d'imposition. On parle aussi de population. On dit que avec des états financiers, on mentionne qu'il y a une certaine corrélation entre les municipalités qu'on a étudiées avec le coût d'opération des services. Lorsque la population augmente, les coûts d'opération des services augmentent. Pas surprenant, c'est juste le gros bon sens qui nous dit ça. On a aussi une corrélation entre la population d'une municipalité et l'évaluation moyenne des résidences. Plus la population augmente, plus l'évaluation moyenne des résidences augmente. Ça fait un certain bon sens encore là, tout simplement parce que si vous avez plus de gens qui viennent s'établir dans votre communauté, ça veut probablement dire que votre communauté est plus attrayante. Plus attrayante, OK. Lorsqu'on regarde à la moyenne de la population pour les municipalités de la péninsule acadienne, on parle d'une moyenne de 1343 personnes, OK? On va regarder que la population, présentement, vous avez 3 municipalités qui sont au-dessus de la moyenne. On parle des municipalités de Caraquet, Néguac et Shippagan. Et on a regardé aussi une corrélation qui existerait ou qui n'existerait pas entre la densité d'occupation du sol et le mandat d'imposition, et on a été surpris de voir qu'il n'y en avait aucune corrélation. Ça, ce n'est pas normal. OK? Ça veut dire une chose. Ça veut dire que votre densité, elle est tellement basse qu'il n'y a aucune corrélation avec le mandat d'imposition. Le mandat d'imposition, c'est combien de revenus vous allez recevoir comme municipalité. OK, votre densité d'occupation du sol ne veut pas dire grand-chose. Mais on veut que ça devienne une variable qui soit vraiment importante parce que c'est ce que c'est qui va faire
la grosse différence pour votre municipalité. OK? Densité aussi, il y a une certaine corrélation entre le revenu par dollar d'opération. Toutes les fois que la densité augmente, vos revenus par dollar d'opération, pour vos coûts, là, combien ça coûte pour donner vos services à vos citoyens, il y a une corrélation aussi qui est positive. Si un augmente, l'autre augmente. Densité population, alors, c'est comme je vous ai dit, oui. La moyenne au niveau de votre densité, c'est extrêmement bas. On parle de 0,62 unités ou maisons, OK, ou résidences, par arc de terrain. Bien, c'est extrêmement bas. On appelle ça de l'éparpillement urbain. OK, c'est ça que ça veut dire. Ça veut dire que ça prend à peu près 1 arc et demi ici dans la péninsule acadienne pour juste bâtir une maison. OK? C'est ça qu'on a comme densité réelle brute. Je vais vous expliquer un peu c'est quoi la densité réelle brute. Quand on bâtit jamais juste une maison Saint-Lô. Je sais que tout le monde dit « Ah, ben ça a la loi d'un arc, puis tu as l'arrêté de lotissement qui va dire que ta maison, tu la mets dans un arc. » OK. Mais la réalité fait en sorte que tu n'es pas avec une densité réelle brute, tu n'es pas avec une densité par l'eau qui va correspondre à la densité réelle brute. Densité réelle brute, c'est lorsque vous bâtissez, vous voulez aussi avoir de l'infrastructure qui vient avec ça. Que ce soit des chemins, que ce soit des égouts, que ce soit les services, que ce soit les commerces, que ce soit les emplois. Et ce que c'est qu'on a fait, nous autres, c'est qu'on a regardé sur la carte, pour chacune des municipalités, qu'est-ce qui avait été aménagé. Et ce que c'est qui a été aménagé sur la municipalité, ça représente justement la superficie totale de votre municipalité. Ce que c'est que vous vivez avec la réalité, OK? Le réel. En prenant le réel de tout ce que c'est qui est bâti, on a regardé le nombre d'unités résidentielles que vous aviez. Et on a pris ce nombre-là, divisé par le nombre d'arcs ou le nombre d'hectares qui ont été aménagés, et ça vous donne ce qu'on appelle la densité réelle brute. Et ça, c'est un chiffre qui parle beaucoup plus qu'une maison par lot, parce qu'une maison par lot, bien, c'est rare là, que vous allez avoir quelqu'un qui dit « Moi, je suis un ermite, puis je vais aller vivre en forêt, puis je ne veux pas avoir de service, puis je ne veux pas voir de monde. » Ça arrive, là, mais tu n'as pas grand monde comme ça. On va dire que c'est 0,01 % de la population. OK, parfait. On a aussi le fait que nous autres, ce qu'on a vraiment primé tout le long de l'étude, c'est le fait que les municipalités ont tellement de densité d'occupation du sol qui sont basses, ou densité réelle brute qui sont basses, on leur demande, s'il vous plaît, considérez d'augmenter ça, et d'augmenter ça de façon beaucoup plus importante. On parle entre autres de 6,8 unités à l'arc. Vous allez me dire, bien, pourquoi 7,8 unités à l'arc? Ça prend environ 7 unités ou 7 maisons à l'arc avant de justifier de même penser à avoir du transport en commun qui ferait en sorte que vous auriez un autobus avec une fréquence de 45 minutes qui passerait justement dans votre communauté. N'y pensez même pas si vous n'avez pas au moins 7 unités à l'arc. Ce ne sera jamais rentable, ça ne fonctionnera pas. OK? Mais, d'un autre côté, si vous avez des lotissements qui sont bâtis avec au moins ou autour de 7 unités à l'arc, bien là, vous pouvez commencer à penser. Si ce n'est pas maintenant, ça peut être dans 50 ans, ça peut être dans 100 ans, peu importe. Ce que c'est qu'on fait aujourd'hui, on va le vivre dans 50 ans ou dans 100 ans. Ce que c'est qu'on est en train de vivre présentement, ça a été créé 50 ou 100 ans passés. Là, je veux dire, on a eu certaines pratiques qu'on a mises en application dans notre région qui ont fait en sorte que présentement, on est dans la situation dans laquelle on est. Que ce soit bon ou que ce soit moins bon, il faut voir de quelle façon que ça a eu un impact sur nous autres. Puis lorsqu'on sait qu'il y a certaines techniques qui ne fonctionnent pas ou certaines pratiques qui ne fonctionnent pas, bien, il faut les changer. Puis c'est juste le gros bon sens qui nous dit, OK, si on les change présentement, demain matin, peut-être que tu ne peux pas le voir, tu ne vas pas voir tous les bénéfices, mais éventuellement,
les bénéfices vont venir. OK? Parfait. C'est des projets vraiment de communauté dont on parle. 6,8 unités, vous allez me dire, mais pourquoi tu as choisi 6,8 unités et non pas 7 unités? C'est que le projet du village en haut du ruisseau, dont on va parler dans un moment, c'est un projet qui a été bâti, c'est le premier projet d'école ou concept d'école, design de collectivité durable, qui a été bâti dans le pays. Okay? C'est le premier qui a été bâti comme ça, puis ça veut tout simplement dire, on sait que ça fonctionne, on sait qu'au niveau durabilité, ça fonctionne, et la densité était de 6,8 unités par acre pour la densité réelle brute du projet au complet. OK? C'est la raison pour laquelle on parle de 6,8. 7 maisons à l'acre, c'est là où est-ce que vous pouvez justifier aussi d'autres modes de transport. Puis on ne parle pas seulement du transport en commun, on parle aussi pistes cyclables, on parle aussi, on appelle ça en anglais car sharing. Il y a aussi un concept qui est en train d'arriver, qui moi, m'a vraiment surpris. Il y a un monsieur, c'est un Américain, il est de Californie, ce monsieur-là. Il a écrit une étude qui a rendu publique au mois de novembre dernier. Son étude est disponible sur l'Internet, c'est gratuit. Ça s'appelle Rethinks. OK? Et ce monsieur-là, qu'est-ce qu'il dit? C'est qu'il est en train de dire qu'il y a un changement fondamental qui est en train d'arriver au niveau du transport à travers la planète. OK? Transport, présentement, on a la majorité des gens qui appartiennent à leur voiture particulière. Et lui parle d'ici 2030, que la majorité, la grande majorité des gens, il dit au-dessus de 95 % des gens, n'appartiendront plus de voitures particulières. Ce qui est en train d'arriver, c'est que là, présentement, comme vous le savez, on a les véhicules électriques et autonomes. Ça existe déjà, ce n'est pas une question, là, ça s'en vient, ça existe déjà. Mais ça va prendre de plus en plus d'ampleur. Et ça devient des véhicules qui sont extrêmement sophistiqués, qui sont extrêmement dispendieux. Ça veut dire aussi qu'il y a juste tant que tu as comme argent, comme famille. La CHL nous disait que le maximum qu'on devrait dépenser pour du transport ne devrait jamais dépasser plus que 10 %. Et là, présentement, les familles moyennes canadiennes dépensent 24 % de leurs revenus en transport. On est déjà au point où est-ce que c'est extrêmement difficile. Ça veut dire, quand quelqu'un me dit « Ah, hey, j'ai une maison qui coûte pas mal moins cher dans le fin fond des bois. » OK? Ouais. Mais est-ce que toutes les fois que tu penses à une pinte de lait, tu es obligé de prendre ta voiture pour te rendre d'un point A à un point B? Tu es en train de payer d'une façon ou d'une autre, soit pour où tu restes, qu'il n'y a aucun service autour, ou où est-ce que tu vas vivre, où est-ce qu'il y aura les services, mais tu n'auras pas besoin de prendre ta voiture particulière. OK? Le point qui est en train d'arriver aussi avec ça, c'est qu'on va vivre ce qu'on appelle la mobilité-utilité. C'est-à-dire, on va recevoir, par exemple, vous allez décider, comme Michel qui est en arrière, là, ça c'est sa génération, tu as ton téléphone, là, puis là, tu dis, bon, ben là, je voudrais me promener d'un point A à un point B. Et là, tu fais clic, 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 clic. La voiture arrête juste en face de toi. Il n'y a pas de conducteur en passant dans la voiture, OK? Elle arrête juste en face de toi, tu embarques dedans, tu t'en vas au point B. Puis tu reviens après ça. Puis à la fin du mois, ben là, tu reçois un compte qui te dit, voici combien de kilométrage que tu as fait et voici combien ça te coûte. Similaire à utiliser l'électricité, similaire à utiliser le gaz naturel, similaire à... Ça devient justement une utilité. OK? Utilité publique. Les gens n'appartiendront plus à la voiture particulière. C'est certain qu'il va toujours avoir des riches. OK? Les riches vont être capables de se payer des grosses voitures, puis ça va toujours durer. Mais la vaste majorité des gens comme moi, ben, on va penser à mobilité, utilité. Surtout
si on perd notre permis de conduire. Et comme vous le savez, les personnes âgées, ben, c'est juste une question de temps avant que ça arrive. OK? Parfait. OK. On a regardé aussi s'il y avait une corrélation entre le taux de taxe et le mandat d'imposition, puis on a encore là, contradiction, il n'y en a pas. On se dit, OK, qu'est-ce que ça veut dire? Parce que normalement, si ton taux de taxe augmente, tu devrais avoir un mandat d'imposition qui augmente, mais ce n'est pas toujours vrai. Puis là, on peut voir que les municipalités, tu peux voir qu'il y a vraiment une difficulté. Ils sont en train de voir, OK, on sait qu'on ne peut pas augmenter le taux de taxe tant que ça parce que les gens vont nous tirer dessus. Hein? Puis, on va essayer de s'organiser pour aller chercher de l'argent ici, aller chercher de l'argent là, pour donner des services comme ça, puis voir de quelle façon on pourrait vraiment rejoindre les deux bouts. OK? Puis moi, je comprends, là. Je veux dire, si j'étais justement un conseiller municipal, je trouverais ça très difficile, ce que c'est qu'on est en train de vivre, OK? Dans nos communautés. Parfait. Au niveau du taux de taxe, il y a une certaine corrélation entre le revenu par dollar d'opération. Plus ça augmente le taux de taxe, plus les revenus par dollar d'opération augmentent, plus la population augmente, plus la densité réelle brute augmente. OK, on peut voir ça, ça fait un certain bon sens. La densité, comme je vous ai dit, est très, très basse, 0,62. On vise 7 maisons à l'arc, c'est-à-dire 6,8 maisons, unités par arc, si vous voulez. Okay? Je peux comprendre qu'une municipalité me dise, bien, nous autres, là, présentement, là, écoute, c'est la première fois qu'on entend parler de ça. Là, on était à 0,62 ou autour de 0,62 maisons à l'arc. Tu nous demandes d'aller tout de suite à 6,8 unités à l'arc. On n'est pas prêt à faire le saut là, tout de suite. Là. On voudrait, par exemple, comprendre un peu la mathématique qui est en arrière de ça. C'est quoi le concept d'école? Comment ça fonctionne? Puis on peut-tu avoir une densité un petit peu plus basse, puis aussi avoir les bénéfices qui viennent avec ça? Puis je vous dirais, oui, c'est possible. On va couper la densité à 3,4 unités à l'arc avec un projet pilote dans votre communauté si vous êtes intéressé. Puis après ça, bien, on va continuer avec ça. OK? Puis on va voir de quelle façon ça peut fonctionner. C'est pour ça que je parle d'un intérim de 3,4 unités ou 3,5 unités. Parfait. 7 maisons à l'arc, je peux vous dire qu'il va arriver probablement quelque chose ici. Vous pourrez justifier d'avoir une diminution de votre taux de taxe. Et vous allez non seulement rentrer dans votre argent, mais vous allez faire beaucoup plus d'argent que vous ne l'auriez jamais cru. OK? Ou vous pouvez décider, OK, on va geler le taux de taxe pour pratiquement l'éternité. OK? Parfait. OK, je vais faire un exercice avec vous à ce point-ci. Vous avez une feuille de papier en face de vous qui n'est pas écrite dessus, avec un crayon. Puis je vais vous demander des questions, puis vous allez me répondre vrai ou faux. OK? Je vais poser des questions, une en arrière de l'autre. Tout le monde a compris? OK? Première question. Qu'est-ce que vous pensez? L'obésité, question numéro 1. Mettez numéro 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, là. OK, en premier. OK. OK. Numéro 1. L'obésité peut se résoudre en investissant dans le système de santé. Vrai ou faux? OK. Numéro 2. Protéger l'espace naturel est moins économique lorsqu'on développe un lotissement. Vrai ou faux? OK. Numéro 3. Les lotissements où on peut marcher coûtent plus cher à bâtir. Vrai ou faux? OK. Numéro 4. Le crime et le vandalisme sont mieux gérés lorsque les activités commerciales sont séparées des voisinages résidentiels. Vrai ou faux? OK. Numéro 5. Ceux de la génération Y, c'est-à-dire mon jeune comme Michel, là,
qui sont nés entre 1980 et l'an 2000, là, ces gens-là sont aussi intéressés que leurs parents à appartenir à une voiture. Vrai ou faux? OK? Numéro 6. Nous conduisons plus aujourd'hui qu'il y a 10 ans. Vrai ou faux? Voiture particulière, non, je parle ici. Numéro 7. Avoir des carburants ayant un taux de carbone moins élevé et des véhicules plus efficaces sont les meilleurs moyens de réduire les gaz à effet de serre. Vrai ou faux? Numéro 8. En 2030, plus de gens appartiendront à leur voiture particulière qu'à l'heure actuelle. Vrai ou faux? Numéro 9. La plupart du temps, le logement abordable est seulement possible avec les financements gouvernementaux. Vrai ou faux? Et numéro 10. La tendance pour le marché du logement est d'avoir des espaces à vivre aussi grands en superficie que les habitations bâties durant la période 1990-2010. Vrai ou faux? Est-ce que c'est que vous pensez? OK? OK. De combien d'entre vous qui ont 5 vrais et plus? Levez la main. OK. De combien d'entre vous qui ont entre 1 et 5 vrais? Levez la main. OK. De combien d'entre vous qui ont tous des faux? Parfait. Tu as effectivement compris ce qui est en train d'arriver. C'est surprenant. On ne se rend pas compte à quel point c'est rendu à ce point-là dans nos modes de vie. Puis on va en parler. OK? OK. On va comprendre un peu le grand portrait. Qu'est-ce qui se passe avec nous autres? Qui sont les acteurs qu'on a dans nos communautés qui, justement, vont dicter comment ça va se développer chez nous? OK? On a bien entendu ce monsieur-là qu'on appelle notre promoteur, notre bâtisseur, notre constructeur, notre développeur, nommez-le comme vous voulez. Là. C'est cette personne-là, ça peut être un monsieur, une madame, bon. OK? On a bien entendu la municipalité, qui est un acteur extrêmement important. Puis on a tout ce beau monde-là, qu'on appelle les citoyens. OK? Bon. Est-ce que vous comprenez ces gens-là? Bien entendu, lorsqu'on parle au niveau des promoteurs, ben on dit, bien oui, on comprend ce monde-là, ils veulent faire des profits. OK? Ben, c'est vrai, tu n'as pas de constructeur qui va bâtir une maison s'il ne va pas faire un profit. Ça n'existe pas, j'en ai jamais rencontré. Ceux que j'ai rencontrés qui étaient comme ça, ils sont déjà banquerotés. OK? Bon. Municipalité, bien entendu, voudrait avoir des revenus, mais eux autres n'ont pas le choix, ils sont obligés aussi de donner des services et d'avoir aussi des coûts d'opération pour entretenir l'infrastructure qui est déjà en place. OK? Tout ce beau monde-là, tout le monde se pose la même question. Mais qu'est-ce qu'ils veulent? OK? Fait que ce que c'est qu'on va faire présentement? On va se mettre dans la peau de quelqu'un qui veut se faire élire comme conseiller municipal ou maire. OK? Essayez de vous imaginer, vous vous mettre dans leur peau. Y a-t-il des gens qui sont conseillers ou maires ici? OK. Bon. Première chose que vous allez faire, c'est que vous allez rencontrer tout le beau monde là, que vous avez dans votre communauté. Vous allez me demander, bien, qu'est-ce que tu aimerais avoir dans ta communauté? Parce que ce qu'on va faire ici, c'est qu'on va vous dire un peu qu'est-ce que ces gens-là vont vous dire. On va faire un résumé de ce que c'est qu'ils vont vous dire. Bien entendu, ils vont tous vous dire, bien, nous autres, là, on voudrait avoir le genre d'environnement de Anne au pignon vert, là. Anne of Green Gable, OK? On veut tout avoir ça. Ça, c'est mon véhicule, touche pas, mon chum. Puis, en passant, je ne veux pas voir mon voisin faire son barbecue, ça me fatigue. Mais je ne suis pas contre les voisins. Là. Une fois de temps en temps, j'aimerais peut-être les rencontrer. J'aimerais aussi que tu fasses de quoi tout ce qui s'appelle les gaz à effet de serre. C'est supposé réduire ça, cette histoire-là. Puis on est supposé aussi avoir un impact sur les changements climatiques. On voudrait aussi que le nouvel urbanisme, tous les principes qui s'appellent nouvel urbanisme, Agenda 21, on voudrait que les principes à Wani, on voudrait la croissance intelligente, on voudrait que tout ça, ça s'en vienne dans notre communauté.
Bien entendu, on sait que l'obésité, c'est un gros problème. Excusez ce que c'est que je suis en train de dire là. OK? On voudrait que tu fasses de quoi avec ça. Serait-il possible aussi d'avoir des pistes où est-ce qu'on peut se promener? Aussi, on voudrait qu'il soit cyclable, puis on voudrait emmener le chien une fois de temps en temps quelque part. Puis, on est allé visiter un coin qui s'appelle Saint-Andrews. On a bien aimé ça. C'est vraiment intéressant parce qu'il y a une certaine interaction entre le commercial et le résidentiel. Peut-être qu'on ne vous le dit pas comme ça, là, mais c'est ça qu'ils sont en train de vous dire. Puis ils sont en train de dire, on trouve ça vraiment intéressant là, de voir les deux ensemble, puis on aime ça, cet environnement-là, on devrait peut-être l'avoir chez nous. On voudrait que nos jeunes arrêtent de grossir, parce qu'ils vont s'en venir obèses, ça fait que peut-être qu'ils devraient faire un petit peu plus d'exercice. C'est que tu dirais qu'on puisse connecter entre où est-ce qu'on habite, puis où est-ce que l'école est et où sont les activités. On pourrait peut-être avoir des pistes cyclables pour eux autres, puis ils pourraient peut-être marcher. OK? Puis, bien entendu, on voudrait avoir du transport en commun. On voudrait aussi avoir des jardins communautaires. On est écœuré de recevoir des produits qui sont à 5000 km de chez nous. Puis, bien entendu, j'aimerais avoir le métro. J'aimerais aussi avoir que l'ambulance s'en vienne chez nous. Je voudrais que le policier soit là quand je l'appelle. Je voudrais que la neige soit enlevée avant qu'elle commence. Je voudrais aussi que les autobus scolaires s'arrêtent à la porte de la maison. Je voudrais que tous les camions de pompiers arrivent quand moi je les appelle. Je veux que l'air soit pur. Je veux que la forêt soit vierge. Ça, c'est ma maison. Puis je veux que tout coûte moins cher. Ça, c'est nous autres. OK? En tant que conseiller municipal, vous dites, wow! Qu'est-ce qu'on fait avec ça? OK? Bon. Je vais vous poser une question. Comment voyez-vous la situation? Là, c'est une question au niveau de notre attitude. OK? Si on commence à parler là, comme ça, c'est le vocable là, que j'ai entendu, là, pas dans la péninsule acadienne, mais à peu près dans n'importe quelle communauté. Okay? On a toujours des gens qui parlent comme ça. Par exemple, 30 des adultes considérés obèses. C'est pas décourageant. Peu de construction dans la région. Nos jeunes quittent la région. Il n'y a pas d'emploi dans mon domaine. Peu d'investissement. On gère la dépopulation. On ne change pas ce qui est déjà établi. L'étalement urbain, c'est la norme. L'obésité, c'est partout. Pas d'industrie qui viennent s'établir chez nous. On fait face à la dépopulation. Les gens, ça ne change pas. On n'est né pour un petit pain. Un jeune sur 4 est obèse. C'est décourageant. OK? On parle comme ça, là. Croyez-vous que peu importe ce que vous allez amener, ça va pouvoir aller de l'avant? Okay. D'un autre côté, ça c'est encore moi, là, comme conseiller municipal, j'essaie de poser des questions. Qu'est-ce qui arrive? OK. Comment voit-on la situation? Si on se met à penser comme, par exemple, ce que c'est que j'ai déjà entendu, OK, des gens me disent, bien, le design d'aménagement, ça encourage la bonne santé. On devrait l'avoir chez nous. On peut trouver notre niche mondiale avec nos investissements. On est conscient de la réalité, puis on ne laisse pas tomber. Nos jeunes désirent vivre dans la région, on va s'organiser à ce que c'est qu'ils vivent dans la région. On fait face à la dépopulation, on se positionne à l'échelle mondiale, les aménagements compacts sont la norme, l'immigration, on veut en avoir chez nous, les gens de la péninsule sont capables, on peut changer pour le mieux ce qui est déjà établi, une industrie ciblée pour nous autres, ça correspond à notre région, on veut être en forme, puis on va l'être en forme, on attire les travailleurs du savoir, tout est possible si on peut, si on veut, OK? Les travailleurs du savoir viennent s'établir ici. Ah, on vient de changer déjà notre façon d'approcher le sujet. Puis là, si on arrive et on dit, OK, on a une certaine difficulté à passer à travers, on est-tu capable de passer à travers? La réponse est oui, mais c'est toute une question d'attitude envers nous autres. Okay? Si on veut, on peut. Peut-on prédire le futur dans la péninsule acadienne? Bien, on va commencer un peu à regarder ce que c'est que les organisations provinciales sont en train de nous dire. Le ministère de l'Environnement et du gouvernement locaux nous disait dernièrement que permettre le développement économique et la durabilité des communautés par l'entremise de processus efficaces et novateurs est quelque chose qu'eux autres vont primer. Les collectivités et les promoteurs ont un rôle unique à jouer qu'eux seuls peuvent jouer. Et moi, j'irais même un peu plus loin, je vous dirais que la province a un rôle à jouer et le fédéral a un rôle à jouer qu'eux seuls peuvent jouer.
S'ils ne sont pas à bord, vous avez des problèmes. Mais il ne faut pas qu'un joue le rôle de l'autre. Et il ne faudrait pas qu'au niveau local, on essaie de faire une duplicité de ce qui se passe à l'échelle provinciale et vice-versa. OK? Plan d'action des changements climatiques, il y a un document qui est disponible sur Internet si vous voulez l'avoir. Je ne vous pas, demandez-le moi, puis je vous donnerai le lien. Le plan d'action des changements climatiques mentionnait que mettre à profit les principes de croissance intelligente peut créer des collectivités durables, saines, éco-énergétiques et faibles en carbone, promouvoir les principes de design de conservation en proposant des ressources et des outils appropriés, y compris ce qui concerne l'aménagement du territoire, et de concert avec les autorités municipales et régionales, éliminer des obstacles à la conception de collectivités durables, fournir des ressources, des conseils et des possibilités de formation sur les principes de croissance intelligente. C'est là où est-ce qu'on dit, ah, OK, bien, il y a un certain objectif, là, ils veulent s'en aller à quelque part pour qu'on devienne plus durable. Ça fait un certain bon sens. OK, parfait. Il faut comprendre aussi, quand on veut prédire le futur, il faut comprendre où est-ce qu'on est avec nos coûts de vie, avec notre mode de vie. Il faut regarder où est-ce qu'on est rendu, comment on a fait pour se rendre là. OK. On a commencé à dépenser, puis là, on a dépensé beaucoup, on s'est acheté des grosses maisons. OK? Un gros paquet de grosses maisons. Puis là, ben, on a trop dépensé, fait que là, après ça, là, c'est comme ils disent en anglais, le hangover. Tu as mal à la tête, tu ne sais plus quoi faire. D'un autre côté aussi, on a pensé d'avoir les grosses surfaces, les grandes surfaces, qu'ils appellent les Big Box Retail Stores. OK? On les a invités sans venir chez nous. Ben, ah ouais, donc, on a du terrain, mon chum, viens-t'en. Puis, mais là, les petites rues principales dans les municipalités, on dit, bien, on a moins de trafic. C'est peut-être parce qu'on n'a pas assez de stationnement à côté de nos commerces. Ça fait que là, on s'est organisé pour agrandir encore plus les rues. Puis, bien, étant donné qu'on est au Nouveau-Brunswick, on est au courant que l'hiver, c'est long. Puis, on est au courant aussi que quand on se promène d'un point A à un point B, tu as besoin d'avoir une bonne voiture. Fait que les gas guzzlers puis les gros camions, on les a. Okay? Fait que ce que c'est qu'on a fait, c'est qu'on s'est organisé aussi qu'on ait ce mode de vie-là qui soit comme mis dans des règlements pour justement faciliter, par exemple, les lots d'un arbre. On s'est organisé pour en avoir des lots d'un arbre. On en veut. Ça veut dire la réglementation, on va la changer, puis on va s'organiser que tout le monde en ait des lots d'un arbre. OK? Puis, étant donné que là, maintenant, bien, quand tu as un lot d'un arbre, puis tu es obligé d'aller à tes services ou tu es obligé d'aller travailler, bien, ça veut dire que tu vas te promener. Tu vas te promener en voiture, tu vas te promener d'un point A à un point B. Puis là, bien, étant donné que tu te promènes sans arrêt, bien, tu n'as pas le temps d'arriver à la maison et de te faire à manger. Ça fait que tu vas manger sur le pouce. OK? Manger sur le pouce, parce que ce qui est arrivé, c'est que là, on a commencé à avoir des conséquences de ce que c'est qu'on est en train de vivre. Première des choses, on a vu que, hey, il y a trop de monde là, qui sont sur la route. Pas tout le monde devrait être sur la route, il y a juste moi qui devrait être sur la route. T'sais. Fatigant, c'est de voir du monde là, qui t'empêche d'aller plus vite. Puis, aussi, on a vu que où les gens avaient le plus de services, bien, le prix des maisons était faramineux. Les gens n'étaient plus capables de se permettre justement de vivre à côté de ça parce que le logement abordable avait disparu. On a vu aussi que tout ça, ça nous a amené une situation où est-ce qu'on a détruit l'espace naturel. Puis on s'imagine que lorsqu'on a à aménager un site, il faut nettoyer le site. Moi, j'appelle ça presque bomber le site. OK? C'est organisé pour que tu aies un bon pit à gravel pour pouvoir construire des maisons là-dessus. Puis tout l'espace naturel, il faut le détruire parce que c'est fatigant, c'est dans, comme il dit souvent, dans la way. OK? Bien là, ce que c'est que ça a amené, c'est que les gaz à effet de serre ont augmenté, on a des problèmes avec les changements climatiques. Ça veut dire que quand les inondations commencent à être plus importantes, puis quand on commence à avoir plus de problèmes, soit au niveau des coûts, parce qu'on va vivre les conséquences de ça, bien là, les compagnies d'assurance ont dit « Hey, ça va faire, là, nous autres, là, on est en train de perdre de l'argent, on va augmenter les primes. »
Puis là, le monde commence à dire, ben, pour quelle raison vous augmentez les primes? Bien là, c'est parce que ça commence à coûter cher, ça. À toutes les fois qu'il y a un feu ou à toutes les fois qu'il y a une inondation, nous autres, on est obligés de payer gros prix. Puis on se retrouve aussi avec des aménagements où est-ce qu'on a décidé qu'on allait nous séparer entre où est-ce qu'on vit, puis où est-ce qu'on a nos activités, que ce soit notre emploi ou notre divertissement. Et on a pu voir aussi que le crime a augmenté, puis le vandalisme a augmenté. On a pu voir aussi une autre chose, c'est que nos jeunes commencent à être plus malades. On dit pour quelle raison? Puis une des raisons, c'est parce qu'on a détruit l'espace naturel. Puis il y a aussi une autre chose. Bien, étant donné que tu es tout le temps dans ta voiture et tu manges tout le temps sur le pouce, bien, éventuellement, tu commences à élargir. OK? Puis ça veut dire aussi que le diabète est rendu à un niveau qui est catastrophique pour des populations de la société au Nouveau-Brunswick. C'est rendu vraiment à une situation qu'on appelle de crise. OK? Et là, on regarde ça et on dit, OK, c'est peut-être pas la façon de vivre. Parfait. Quelle est la valeur de votre aménagement? Imaginez-vous que ça c'est moi, là, je n'ai pas l'argent pour m'acheter une maison d'1 million, mais on va dire que j'avais bien de l'argent, là, puis je me suis acheté une maison d'1 million. OK? Quelle est la valeur de ma maison? Est-ce que c'est 1 million? Est-ce que c'est 1 million plus 20 parce que j'aimerais quand même faire un certain profit? Ou est-ce que c'est quelque chose d'autre? Gardez ça en tête, on va revenir là-dessus. Est-ce qu'on comprend les générations? Qui dicte les tendances présentement? On a dans la société, bien entendu, la génération silencieuse, ceux-là qui sont nés entre les années 25 et 42, moi, c'est ça. Génération du baby boom, eux autres, c'est entre 43 et 60. La génération X, 61 81. Les boomers, est-ce que ce sont eux qui sont en train de dicter ce qui se passe dans nos sociétés ou dans nos communautés? Il y en a combien de vous autres qui pensent que c'est eux autres? Levez la main. OK. Ah, pas plus que ça. OK. Bon. Les décideurs pour les municipalités et les promoteurs, croyez-vous que ce sont eux? OK. OK. Que pensez-vous de cette génération-là? Génération Y, là, 82, 04, la génération Michel, ça, c'est la génération qui est en train de dicter présentement où est-ce qu'on s'en va comme société. OK? Fait que les boomers, là, ben, je suis un boomer, ce monde-là, prenez le côté. C'est rendu la génération Y maintenant qui va dicter comment ça va se passer dans la société. OK. La raison pourquoi c'est si important, c'est qu'on va revenir un petit peu à notre maison. OK. Ça, c'est ma maison, recherchée par moi. Bien entendu, ça fait des années que je travaille, moi. Hey, j'en ai de l'argent, puis j'ai eu toutes les opportunités que j'ai pu avoir pour en faire de l'argent. OK? Fini avec des marbres, panoramas, ça, c'est important pour moi. Je voudrais aussi le respect de la vie privée. Beaucoup d'espace, le navetage ou le déplacement en voiture, c'est nécessaire pour toutes les activités, puis je m'en fiche parce que j'aime ça. J'aime ma voiture, j'adore ma voiture. Je me promène d'un point A à un point B, puis je veux que tout le monde voie ma voiture. OK? Puis en plus de ça, séparer les usages, c'est la norme. Je suis bien content avec ça parce que moi, je veux vivre tranquille, puis je ne veux pas être fatigué par les commerces, je ne veux pas être fatigué par le divertissement, je ne veux pas être fatigué par le monde. OK? Bon. Mais j'ai un problème. Ma femme est fatiguée de nettoyer la maison. 2500 pieds carrés, ça fera être écœuré. Ou 5000 pieds carrés, ça fera être écœuré de nettoyer la maison. Elle m'a dit, écoute, mon chum, ou tu m'aides à nettoyer la maison, puis tu vieillis, ou on part d'ici. Ça fait que, étant donné que je suis plus smart que ça, je me dis, ben OK, peut-être qu'on devrait vendre la maison. OK? Fait qu'on devrait peut-être réduire notre espace à vivre. OK. Fait que là, on met la maison en vente. OK? C'est qui mon marché? Bien là, c'est la génération Y. C'est qui ce monde-là? OK. Les autres ont moins d'argent, donc moins de dépenses, moins d'espace, mais des expériences de qualité. Les arrêts pour le transport en commun, pour eux autres, c'est extrêmement important.
Et s'ils ont la possibilité, ils évitent, je ne sais pas combien de fois je devrais peut-être le souligner, évitent une dépendance envers la voiture. J'ai fait l'expérience avec mon fils qui a 25 ans. J'ai dit à mon fils, j'ai dit, écoute, si je te donne 10 000 pour acheter une voiture ou 10 000 pour des bébés électroniques, tu as à choisir un ou l'autre. Lequel tu vas prendre? Qu'est-ce que vous pensez? Exactement. Il dit, pour quelle raison? Il dit, je prendrai une voiture. Il dit, c'est niaiseux. Ah, OK, mais nous autres, ma génération, la voiture, c'était la liberté. Mais pour eux autres, la liberté, c'est les bébés à l'électronique. OK? Bon. Les lotissements compacts avec mixité d'usage sont prisés. Ils désirent une multiconnectivité et une mobilité et ils favorisent les aménagements verts. OK, mais là, on va se poser la question, quelle est la valeur de mon aménagement? Autant de valeur que ce que je veux ou je peux me payer. Puis ça veut dire qu'il va y avoir des boomers qui vont se réveiller demain matin avec des gros maux de tête. Parce que là, tu n'es plus capable de vendre ta maison. Là, qu'est-ce que tu fais? Bien, soit que tu restes là, OK. Mais vient un bout de temps où est-ce que si tu veux vraiment changer, puis vraiment partir, puis vraiment réduire ton espace à vivre, il va falloir que tu prennes une perte. Ça peut être une perte qui est imposante. Puis surtout les gens qui habitent dans des municipalités où est-ce qu'il n'y a, où c'est pas vraiment attirant, bien là, il vient un bout de temps où est-ce que tu ne peux plus rien faire. Là. Tu dis, bien, vous avez entendu parler à CBC 2 semaines passées, il parlait de ça, c'était à Cap-Breton, il disait qu'à Cap-Breton, le taux d'attraction, ben, moi j'appelle ça le taux d'attraction, là, pour les gens pour venir habiter là est tellement bas, les gens ne sont même pas capables de vendre leur maison 10 000 Fait que ce que c'est qu'ils font, c'est qu'ils placardent les maisons puis s'en vont. Et tout ce que c'est qu'il reste à faire. Puis là, ça veut dire que les municipalités, la seule chose qui reste, bien, c'est les personnes âgées, puis les gens qui n'ont vraiment pas le choix, qui sont obligés de rester là. Et là, ça crée des situations absolument incroyables et difficiles pour la société. OK? OK. On va regarder aussi, prédire le futur, quelle sera la tendance avec la province en 2018-2019. On met beaucoup d'accent. Au mois de janvier, le budget de la province mentionnait de mettre l'accent sur des investissements liés aux aînés, OK? À l'emploi des jeunes et à la compétitivité économique. OK, bien d'accord avec ça. Parfait. On a regardé aussi, parce que si on parle des aînés, vous devrez peut-être voir qu'est-ce qui se passe. Vous avez entendu parler du Conseil sur le vieillissement, le groupe qui avait été créé par la province 2 ans passés. Ce groupe-là a donné son rapport au mois de novembre dernier. Et eux autres ont mentionné, en passant, le rapport est disponible sur l'Internet. Dans leur rapport, ils mentionnent, entre autres, d'aider les aînés à rester autonomes, de travailler en collaboration avec le secteur public, privé, puis parapublic, communautaire. Créer aussi des modèles novateurs de logement destinés aux aînés. Et j'ai mis vraiment ça, là, plus élargi le front, les cohabitats. Okay, on va revenir là-dessus. Les quartiers favorables aux aînés, l'infrastructure publique, incluant les routes, les trottoirs, les parcs et sentiers, c'est extrêmement important et devrait être adapté aux aînés. Offrir des solutions de rechange à l'utilisation de l'automobile. Et là-dessus, on va regarder un peu qu'est-ce que les aînés veulent. La Société canadienne d'hypothèques et de logement, autour des années 2008, quelque chose comme ça, 2008-2009, ont fait une étude pan-canadienne à savoir qu'est-ce que les aînés voulaient avoir dans leur communauté. Ce que c'est qu'ils ont noté, c'est quelque chose que j'ai trouvé vraiment intéressant, c'est que ces gens-là veulent avoir des trottoirs, parce que, comme vous le savez, éventuellement, tu viens à perdre ton permis de conduire, ça veut dire que tu devrais peut-être être mobile autrement. Ils veulent avoir des trottoirs, ils veulent que tous les services soient autour d'eux, c'est-à-dire en dedans de 500 mètres autour d'eux. Ils voudraient aussi un système de transport en commun, si c'est disponible, bien entendu, dans leur communauté. Ils voudraient aussi un meilleur éclairage, des traverses sécuritaires. Ils voudraient avoir du logement diversifié, abordable,
Ils voudraient avoir accès aux services, que ce soit de santé, d'épicerie, de commerce. Ils voudraient aussi porter la mobilité des aînés. Mais là, ce qui était intéressant, c'est de voir que la génération Y pense exactement de la même façon. Les boomers, eux ne pensaient pas comme ça, là, mais la génération Y, eux, ils pensent comme ça. Pourquoi pas appeler ça des quartiers durables ou des communautés durables ou des collectivités durables? OK. Ce que j'ai fait ici, c'est que je suis allé sur... combien de vous autres ont déjà entendu parler du walkscore.com? Toi, as-tu vu, c'est la nouvelle génération. OK, c'est ça, la nouvelle génération. OK. Ma génération, nous, on ne connaît pas ça. Là, puis il y a d'un coup quelqu'un qui me dit, « Ah, va donc voir là. » Fait que là, j'ai commencé à regarder ça. Avec le walkscore.com, vous pouvez savoir si votre communauté est plus propice à la marche ou plus propice à d'autres modes de transport que seulement la voiture particulière. Et c'est fait pour tout le continent nord-américain. OK? Ce qui arrive, c'est que moi, j'ai commencé à regarder, c'est fait avec Google Maps. Puis, la façon dont c'est organisé, c'est que tu vas là, puis c'est basé sur un taux de 100. 100, ça veut dire un paradis pour la marche. OK? Paradis pour la marche, disons pas, il n'en existe pas au Nouveau-Brunswick. OK? Mais les paradis pour la marche, c'est comme la ville de New York, c'est comme les villes où est-ce que c'est vraiment là, concentré, où est-ce que, autour d'où est-ce que tu habites, bien, tout est là. Tu n'as pas besoin de voiture du tout. OK? C'est ça que ça veut dire. Bon. Fait que moi, j'ai pris chacune des municipalités qu'on a étudiées, puis j'ai regardé. Puis vous avez deux chiffres. OK? Le premier chiffre représente vraiment le centre de la communauté où est-ce qu'il y a le plus d'activités. Le deuxième chiffre, c'est vraiment au niveau général de votre communauté. OK? Comment c'est vu? Avec Google Maps, avec WalkScore. Plus c'est bas, plus ça veut dire que ben, tu es obligé de prendre ta voiture tout le temps. OK? D'un autre côté, plus c'est haut, mieux c'est pour ça. Ça ne va pas vous surprendre que Shippagan est au plus haut. OK? Shippagan, il appelle ça très propice à la marche, surtout pour le centre-ville. Quand tu commences, par exemple, à te séparer du centre-ville, bien là, tu peux voir, c'est plus difficile de marcher. Tu n'as pas de piste cyclable non plus hors d'un secteur vraiment central de la municipalité. Mais de toutes les municipalités de la péninsule acadienne, c'est eux autres qui sont les plus propices à la marche. OK. Municipalité, la Mecque, Caraquet, Paquetteville, eux autres, c'est trois municipalités. C'est excusez-moi d'utiliser ce terme-là, marchable, OK, en guillemets. Je sais que ça n'existe pas dans le dictionnaire, là, mais disons que tu peux le marcher. Mais ça peut être comme dangereux, parce que moi, j'ai déjà marché dans la rue principale sur Caraquet. C'est pas que tu ne peux pas marcher sur le trottoir, mais c'est dangereux, OK? Parce qu'il y a des voitures qui rentrent puis qui sortent, puis tu ne sais jamais où est-ce qu'ils s'en vont, puis surtout quand tu arrives près d'un garage, oh, wow! C'est du sport. OK? Puis si c'est en pleine noirceur, c'est encore plus du sport. Mais au moins, tu peux marcher. Néguac, Grand-Anse, c'est... OK, tu as un trottoir, au moins c'était un trottoir. Là, tu peux marcher un peu, mais c'est plus difficile. OK? Puis après ça, là, toutes les autres là, que vous avez là, bien, pratiquement, vous avez besoin de prendre votre voiture. Si vous n'avez pas de voiture, c'est, comme ils disent en anglais, « good luck ». OK? Parce que là, tu es vraiment mal pris. Tu es vraiment pris dans ta maison. Tu n'as pas le choix. Tu es obligé de prendre ta voiture. Pour une pinte de lait, tu es obligé de prendre ta voiture pour pratiquement tout. Tu as des municipalités qui sont encore pires que d'autres. Là. Sainte-Marie, Saint-Raphaël, par exemple, c'est 0. Bien, 0. OK. Tu n'as pas le choix. Okay. Mais ça vous donne une idée. Ça ne veut pas dire que parce qu'une municipalité est tellement près de 0 qu'il n'y a rien que vous pouvez faire. Il y a beaucoup de choses que vous pouvez faire. Mais il va falloir que vous commenciez à penser de façon intentionnelle à avoir ce qu'on appelle des rues complètes. Des rues complètes, il y en a combien de vous autres qui ont déjà entendu parler de ça? OK? Les urbanistes. OK, bon. Des rues complètes, c'est tout simplement une rue qui est non seulement utilisable par les voitures, mais c'est aussi utilisable par d'autres modes de transport que la voiture.
Bien entendu, si vous habitez dans des grosses villes, eux vont parler du train de banlieue, ils vont parler aussi du tramway, ils vont parler, bon, on n'a pas ça, OK? On met ça de côté. Mais d'un autre côté, on a des pistes cyclables, et on a aussi des trottoirs. Et on voudrait que ça fasse vraiment partie de la trame aménagée dans nos communautés, peu importe nos communautés, même si c'est des communautés rurales. OK? Parfait. On vise vraiment, là, le paradis pour la marche. OK? Ce n'est pas une question de dire, ah ben on va viser Chupagan. Non, tu vises encore plus haut que ça. Parce que le but là-dedans, plus tu es près du paradis pour la marche, plus tu es attrayant comme municipalité, plus les gens veulent venir dans ta municipalité, ils veulent venir s'établir là. OK? Parce que les gens, même s'ils disent, ah ben moi, c'est ma voiture, quand ça vient le temps vraiment là, de voir l'interaction, tu vois que les gens veulent avoir plus d'interaction avec leurs voisins et avec les gens qui habitent dans leur communauté. OK. Au niveau des cohabitats personnes âgées, on parle de quoi ici? Le cohabitat personnes âgées, ça permet aux personnes âgées d'avoir du logement qui est financièrement, socialement et environnementalement plus abordable et durable que n'importe laquelle autre option. Ça nous vient, cette information-là, du Canadian Co-Housing Network. C'est un groupe, c'est une organisation qui a regroupé d'autres organisations qui s'occupent du cohabitat. Ces gens-là sont en train de nous dire que vraiment c'est une option pour les personnes âgées, mais ça ne veut pas dire que c'est bon pour tout le monde, mais ça peut représenter au moins une option intéressante. OK, on va continuer avec les patrons de développement au Nouveau-Brunswick. OK. Patrons de développement au Nouveau-Brunswick, il y a une étude qui nous vient de Yves Bourgeois en 2014, lorsque Yves travaillait avec l'Université du Nouveau-Brunswick. Et Yves, dans son étude avec les gens qui ont travaillé avec lui, nous ont donné beaucoup d'informations que je trouve extrêmement pertinentes. Ils ont regardé, ils ont fait une comparaison entre le Nouveau-Brunswick et aussi ce qui se passe au Canada. Ce que c'est qu'ils nous ont mentionné, c'est qu'au niveau du navetage ou du déplacement, c'est intéressant. Le Nouveau-Brunswick lui-même, ça prend moins de temps de se promener d'un point A à un point B, c'est-à-dire en moyenne 19 minutes. Si on regarde au Canada, c'est au-dessus de 25 minutes. OK? Ça, c'est positif, mais c'est peut-être pas trop surprenant, tout simplement parce qu'au Nouveau-Brunswick, on a peut-être moins de monde sur les routes aussi. Covoiturage est intéressant au Nouveau-Brunswick. On a 9 des gens qui utilisent le covoiturage en comparaison à 6 au Canada, mais il faut prendre ça aussi en regardant aussi ce que c'est qu'on a pour le transport en commun. Le transport en commun, c'est seulement 2 par rapport à 13 au Canada. Ce qui n'est pas surprenant, c'est qu'on n'a pas beaucoup de municipalités au Nouveau-Brunswick qui ont du transport en commun. Appartenir, ni plus ni moins, ce que c'est qu'on peut dire, c'est que le covoiturage devient votre transport en commun. Appartenir à une voiture, c'est plus élevé au Nouveau-Brunswick qu'au Canada. On a 1,55 voitures par ménage au Nouveau-Brunswick en comparaison à 1,47. Utiliser une voiture pour se déplacer, on parle ici de 90 des gens qui vont utiliser une voiture pour se promener d'un point A à un point B, en comparaison à 79 au Canada. Le budget pour le transport est plus élevé au Nouveau-Brunswick que celui au Canada. Au Nouveau-Brunswick, on parle de 19 au Canada, on parle de 15 Et le transport actif, bien, on n'est pas très actif au niveau du design de nos communautés pour avoir justement du transport actif. On a beaucoup moins, on a 6 au lieu de 8 au Canada en comparaison. Voici où est-ce qu'on fait bien et où est-ce qu'on fait moins bien. OK? Parfait. On va regarder ça. On va regarder aussi au navetage ou au déplacement par rapport à ce que c'est qui s'en vient dans nos sociétés en Amérique du Nord. La tendance présentement est à la baisse avec les KVV, ce qu'on appelle les KVV, les kilomètres voyagés par les véhicules. OK? Les boomers, comme on peut s'imaginer, ils commencent à vieillir, commencent à perdre leur permis de conduire. Ce n'est pas surprenant aussi, en étant à la retraite, tu vas conduire un peu moins.
La génération Y, eux autres, vivent principalement en milieu plus urbanisé, propice à la marche. Ça veut dire qu'ils vont prendre d'autres moyens de transport que seulement la voiture particulière. Et comme je vous ai mentionné, le spécialiste américain qui nous vient de la Californie, qui, dans son étude Rethinks, mentionnait qu'en 2030, 95% des déplacements desservis par véhicules autonomes électriques appartenant à des flottes et non des particuliers seront la norme. 95%, ça représente beaucoup de monde. Ça veut dire quoi, ça? Ça veut dire que maintenant, il faut penser en termes de mobilité, utilité au lieu d'appartenance de la voiture particulière. Ça veut tout simplement dire que votre voiture particulière devient tellement dispendieuse que très peu de gens peuvent se permettre justement d'en appartenir une. OK. Si on regarde au niveau du transport à bicyclette ou du mode de transport qui est par bicyclette, on note une chose, c'est que circuler à bicyclette en milieu rural, c'est ce que c'est que les spécialistes ou les analystes nous disent, c'est moins qu'idéal et plus intimidant. C'est pas surprenant si vous vous promenez sur une rue ou sur une route rurale, c'est très risqué. On ne sait jamais quand est-ce qu'il n'y aura pas une voiture qui va nous frapper ou on ne sait jamais quand est-ce qu'on prend plus de risques qu'on aimerait prendre de risques seulement qu'à voyager à bicyclette. De l'autre côté, il faut peut-être comprendre une chose, c'est que la bicyclette gagne si on prend la peine d'adapter la route aux cyclistes. OK. Si on regarde aussi au niveau des communautés propices à la marche, ça veut dire quoi? Communautés propices à la marche, vous allez voir qu'il y a une corrélation, si on pourrait dire, entre la valeur des propriétés pour bureaux, commerce et industrie, et aussi lorsque vous avez une augmentation de 10 de propices à la marche dans votre collectivité ou dans votre communauté, vous pouvez vous attendre à avoir des valeurs ajoutées aux propriétés de 1 à 9 dépendant de la propriété que vous allez avoir. OK? Et aussi de la région où vous allez être localisé. Propice à la marche, ça veut dire quoi? Ça veut dire des revenus accrus, ça veut dire aussi des risques moindres, ça veut dire aussi une croissance des revenus pour les commerces, pour les industries, et aussi une dépréciation moindre. Ça veut dire toutes des choses positives ici. Lorsqu'on compare propice à la marche pour votre collectivité avec un lotissement qui est plus conventionnel, bon, on note plusieurs choses. On note entre autres au niveau de la santé, c'est que les gens sont de 6 à 10 moins, 6 à 10 livres moins pesants. On voit aussi que les gens sont plus heureux. Les gens, bien entendu, vont produire moins de CO2 à marcher que d'avoir une voiture. Et pour chaque point de Walk Score, il y a une étude qui mentionnait que ça correspondait environ à 3 000 de valeur d'une propriété qui était augmentée simplement parce qu'on bâtit avec d'autres modes de transport que seulement la voiture particulière. Lorsque vous restez 10 minutes de plus dans votre voiture, il y a une corrélation directe avec le fait que vous allez avoir une baisse de 10 des activités communautaires. Il ne faut pas se surprendre qu'on a moins de gens de nos jours qui deviennent bénévoles, tout simplement qui sont en train de se promener en voiture d'un point A à un point B, souvent. Et ça prend beaucoup de temps. OK. C'est beau de parler de tout ça, mais il faudrait peut-être aussi regarder au niveau des changements climatiques. Qu'est-ce qu'on peut dire avec les changements climatiques? On parle beaucoup d'augmentation des gaz à effet de serre, on parle beaucoup aussi des effets sur les changements climatiques. On se demande qu'est-ce qu'on peut faire justement pour renverser la vapeur, pour justement avoir un impact là-dessus qui fasse vraiment une différence. Croyez-vous réellement qu'en augmentant l'efficacité des carburants ou en ayant des véhicules plus efficaces, on va être capable de réduire les gaz à effet de serre, on va être capable aussi d'avoir un impact sur les changements climatiques? La réponse est assez simple, pas vraiment. Où on peut vraiment faire une différence, c'est lorsqu'on a moins de KVV, moins de kilomètres véhicules, moins de kilométrage véhiculé par les véhicules sur le chemin. Ça veut tout simplement dire qu'on va créer des lotissements qui sont plus compacts. On va essayer aussi d'avoir des lotissements qui sont plus compacts et mixité d'usage en même temps. Ça veut dire du commercial, du résidentiel, peut-être de l'industriel aussi qui est
possible d'avoir avec le lotissement résidentiel. Parfait. Lorsqu'on manque d'espace vert ou lorsqu'on a plus de séparation entre les usages, c'est-à-dire les activités où vous vivez et où vous avez vos activités, que ce soit au niveau des commerces, que ce soit au niveau des emplois, on peut noter, les études ont noté qu'on a plusieurs effets négatifs qui ont arrivé avec ça. Un des effets négatifs, bien entendu, ça va être le vandalisme qui va augmenter. Et on peut voir aussi qu'il va y avoir une augmentation du crime. D'un autre côté, lorsque vous protégez plus l'espace vert, vous êtes en mesure d'améliorer les voisinages, si on peut dire, et de réduire la violence et de rendre vos communautés encore plus sécuritaires et saines. Et il y a quelque chose qui nous vient ici de University of Pennsylvania Law Review en 2013 qui nous mentionnait que l'incorporation de zonage résidentiel à même des zones à usage commercial exclusif peut être un moyen promoteur pour réduire le crime. OK. On va regarder aussi au niveau de l'obésité, qu'est-ce que ça veut dire. Il y a une étude qui nous vient de la Grande-Bretagne et ces gens-là nous ont mentionné quelque chose d'assez intéressant. Il est évident que l'obésité, il y a un pourcentage d'obésité, ça nous vient tout simplement du point de vue biologique. Okay? On est né comme ça, là. On a un métabolisme qui nous amène plus vers l'obésité. OK. Ou vous allez aussi avoir, puis un autre aspect à considérer, l'influence de la société qui va jouer beaucoup là-dessus. Mais il y a deux éléments qu'on ne prend pas souvent en considération. Un des éléments qui s'appelle la disponibilité des bons aliments. Puis ça veut tout simplement dire, c'est qu'au lieu de penser seulement qu'à bâtir ou à lotir nos aménagements, on devrait peut-être incorporer aussi ce qu'on appelle l'agriculture urbaine. Ça voudrait dire incorporer avec ça, pourquoi pas, des jardins communautaires. On peut aussi penser à l'influence du design. La façon dont on va organiser notre design au niveau résidentiel ou au niveau commercial, ça va faire toute une différence. Ça veut dire que si on a justement la possibilité d'avoir un design qui permette aux gens d'être un peu plus actifs, bien, on va avoir des gens qui vont justement perdre plus de poids et des gens qui vont être plus sains là-dessus. OK? On va parler maintenant de logement abordable. Quelles sont les 4 professions qu'on devrait avoir absolument dans nos collectivités pour avoir justement des projets... Pourrais-tu arrêter? Mets ta main devant. OK. 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 Logement abordable. On va parler un peu de logement abordable. Il y a 4 professions qu'on devrait absolument avoir dans nos collectivités si on veut justement avoir une collectivité qui est saine ou une collectivité qui est en santé. On parle de qui? On parle de ces gens-là. On parle des policiers, on parle des infirmières, des infirmiers, on parle aussi des enseignants, on parle des pompiers, on parle des gens qui sont dans ce domaine-là. Mais ces gens-là n'ont pas des salaires faramineux. Ça veut dire quoi? La SCHL nous mentionnait qu'on ne devrait dépenser jamais plus de 30 de notre budget pour du logement, que ce soit pour une hypothèque ou que ce soit un logement locatif. On parle aussi ici de transport et lorsqu'on considère que 25 environ d'un budget d'un ménage moyen est dédié au transport, pour une voiture particulière en comparaison à 9 du budget, on peut voir qu'il y a une certaine difficulté ici. Entre autres, la SCHL nous disait, comme vous vous souvenez, qu'on ne devrait jamais dépasser plus que 10 ou dépenser plus que 10 On additionne les deux ensemble, ça veut dire 40 Ce ne serait-tu pas intéressant que la meilleure façon d'arriver à quelque part, c'était d'être déjà là? OK. On va s'imaginer que je suis un pompier qui vient juste de commencer à travailler dans une collectivité ou une communauté de votre région. Je m'en vais voir mon banquier, je voudrais m'acheter une maison. Avec les taux d'intérêt qu'on a présentement, je pourrais acheter une maison, le maximum que je pourrais dépenser, c'est 150 000. Bon,
Bien entendu, étant donné que je suis obligé de me promener d'un point A à un point B avec ma voiture particulière, le maximum que je vais dépenser n'est pas plus que 150 000. D'un autre côté, si j'avais d'autres modes de transport qui seraient disponibles, s'il y avait la marche qui était possible, s'il y avait le transport en commun, que ce soit les pistes cyclables, que je pourrais aussi utiliser le covoiturage, tout ça, ça pourrait faire beaucoup de différence. Il y a une étude qui nous vient du Pembina Institute qui, les autres, mentionnaient que chaque véhicule qui est enlevé du budget d'un ménage équivaut à une hypothèque de 200 000 sur une période de 25 ans. Ça veut dire quoi, ça? Ça voudrait dire que j'additionne 200 000 à 150 000 là, on se retrouve à 350 000 OK. Maintenant, on va regarder un petit peu plus. Est-ce que c'est possible d'augmenter les revenus, protéger l'environnement, répondre à la plupart des problématiques de ce qu'on avait vu là, un peu auparavant durant la présentation? Est-ce que c'est possible? On va aller un petit peu plus spécifique. Est-ce que c'est possible, par exemple, d'aller 4 fois plus loin au niveau des revenus pour nos promoteurs? Est-ce que c'est possible d'aller même 24 fois plus loin pour les revenus après avoir donné les services pour les municipalités? Et est-ce que c'est possible de protéger plus de 75 des propriétés qui sont à lotir tout en répondant à toutes les problématiques sociales dont on aurait conscience dans notre communauté? OK. Je vais vous donner une histoire ici, une histoire vraie qui est arrivée avec le promoteur pour illustrer un peu ce que c'est que je viens juste de mentionner auparavant. Son nom s'appelle Charles Poirier, c'est un promoteur, c'est lui qui a parti le projet du village en haut du ruisseau à Dieppe. Et M. Poirier, la première fois qu'il avait considéré sa propriété, M. Poirier est allé voir la municipalité de Dieppe et il a demandé à la municipalité de Dieppe, d'après vos livres, combien d'unités ai-je le droit de pouvoir construire sur ma propriété? La municipalité lui a dit, d'après nos livres, tu n'as pas le droit de construire plus que 5 unités. Il les a regardés et il a dit, bien, OK, je vais demander un raisonnage. La municipalité a dit, bien, on n'est pas contre le raisonnage, sauf que va falloir absolument que tu considères de bâtir avec le concept d'école, le concept de design de collectivité durable. Ça veut dire quoi, ça? Ça veut dire que tu vas protéger l'environnement naturel. Il va falloir aussi que tu aies du logement qu'on appelle abordable, tel que défini par la municipalité de Dieppe dans le temps. Les autres parlaient de 100 000 par unité, d'avoir 20 des unités qui soient à 100 000 l'unité. Et bien entendu, Charles Poirier est obligé d'avoir une certaine formation avec nous autres pour qu'on puisse parler du même langage. Parce que habituellement, les promoteurs et les constructeurs ont une façon de travailler qui est plus ce qu'on appelle le lotissement conventionnel. Parfait. On parle de quoi? C'est que Charles, bien entendu, c'est quelqu'un qui voudrait faire des profits, puis c'est normal parce que c'est un promoteur qui va bâtir justement ses propriétés. Ça voudrait dire qu'on va se retrouver avec une situation assez intéressante. Charles a été capable de protéger 76 de la propriété, pas le 10 dont on parle de par la loi sur l'urbanisme, mais 76 de la propriété. En plus de ça, Charles a été capable d'aller chercher des revenus assez intéressants. Au lieu, pensez-y, au lieu de, on aurait dit par exemple que Charles aurait décidé de bâtir 5 unités par acre ou 5 unités sur toute la propriété de 30 acres, bien, le maximum que Charles aurait été capable d'aller chercher, c'est 2,5 millions. Mais étant donné que Charles a été capable de bâtir avec 6,8 unités à l'acre sur toute la propriété de 30 acres, bien là, on s'est retrouvé avec 217 maisons. Bon, 217 maisons, on peut dire que c'est environ 200 maisons. Moi, j'ai essayé de faire un calcul assez rapide, 200 maisons, puis j'avais demandé à Charles dans le temps, c'est quoi le prix moyen de tes maisons? Puis Charles m'avait dit, c'est entre 215 et 230. Bien, 215 et 230, on va dire 200 000. 200 000 multiplié par 200 unités, ça nous donne 40 millions. 40 millions à côté de 2,5 millions, bien, c'est comme ils disent en anglais, « it's a no-brainer ». OK? Bon. C'est bien beau là, de voir que Charles est capable d'aller chercher son profit là-dessus, mais on devrait peut-être regarder la municipalité. Est-ce qu'elle est capable, la municipalité, d'aller chercher ses bénéfices? Ce qui est arrivé, c'est que la municipalité, bien, au lieu de recevoir
seulement que 40 000 avec les revenus de taxation qu'elle aurait pu aller chercher avec le projet conventionnel, on aurait dit de 5 unités. Le maximum que la municipalité aurait été capable d'aller chercher, ça aurait été 40 000 Mais étant donné que la municipalité est allée de l'avant avec le concept d'école, bien là, ça veut dire que la municipalité est capable d'aller chercher avec son taux de taxe de 1,57 ou 5 d'évaluation, 620 000 au lieu de 40 000 pour pratiquement les mêmes services, parce que comme on l'a répété au début de la présentation, les services sont donnés par région. OK? Lorsqu'on commence à bâtir justement des lotissements qui sont un peu plus durables, bien là, on commence à avoir un paquet d'organismes, que ce soit des organismes qui font la promotion de lotissements durables ou des organismes qui sont en train de nous dire qu'on devrait changer nos façons de vivre et d'avoir des lotissements qui sont plus intentionnels au niveau de la durabilité. C'est là où est-ce qu'on se rend compte que plusieurs d'entre eux ont commencé à regarder au lotissement à Charles Poirier, le village en haut du ruisseau, puis ils ont dit « OK, on voudrait vous donner un prix ou on voudrait reconnaître au moins que c'est un lotissement durable. » Et Charles Poirier était capable d'avoir non seulement un prix, une reconnaissance internationale avec le Gulf of Maine Council, il était aussi capable d'aller chercher une reconnaissance nationale avec la Fédération canadienne des municipalités. Il a aussi été reconnu par le groupe Clean 50, Top 15 Project au Canada. Ça veut dire que c'est un des 15 lotissements qui a été reconnu à travers le Canada comme étant l'un des lotissements les plus durables au Canada, qui a été bâti en 2015. On a aussi l'Ordre des urbanistes du Québec qui voulait reconnaître le lotissement du village en haut du ruisseau comme un exemple à suivre lorsque c'était le temps de montrer justement aux jeunes urbanistes comment bâtir de façon durable. Eux autres ont appelé son lotissement un développement endogène. Et on a aussi, bien entendu, la région de Moncton qui a donné une certaine reconnaissance au lotissement, disant que c'était un lotissement qui était plus durable. OK. C'est bien beau de parler de tout ça, mais vous allez me dire qu'est-ce que ça veut dire pour la région de la péninsule acadienne. Pour les municipalités de la région, ça veut tout simplement dire une chose, c'est que toutes ces municipalités-là ont la possibilité de pouvoir justement mettre en application un projet d'école et de pouvoir l'implanter dans leur collectivité ou dans leur communauté. Parfait. Parce qu'on a bâti justement avec le village en haut du ruisseau, le lotissement comme il a été bâti, bien là, on a commencé à voir plusieurs choses qui sont arrivées. Première des choses, bien, vous avez plus d'unités et vous avez aussi, avec ça, des éléments qui vont faire en sorte que ça devient extrêmement intéressant sur la propriété. Par exemple, tous les conifères du côté nord de la propriété vont protéger des grands vents d'hiver, vont faire en sorte que l'efficacité énergétique de chacune des unités résidentielles va être augmentée. Le fait aussi qu'on ait plus de rues est-ouest, ça veut tout simplement dire c'est que la portion principale de chacune des unités résidentielles sera orientée principalement du côté sud. Encore là, efficacité énergétique augmentée. L'ombrage, bien entendu, va réduire la surchauffe en été et va protéger les grands vents en hiver. Vous allez aussi avoir la possibilité d'avoir Kodiak Transit, dans ce cas-ci, ou le transport en commun qui vient s'implanter, tout simplement parce que vous avez la bonne densité. 6,8 unités à l'arc, ça vous permet, c'est pas loin de 7 unités à l'arc, qui vous permet d'avoir un autobus avec une fréquence de 45 minutes. C'est exactement ce qui est arrivé avec le projet du village en haut du ruisseau, où ils ont un arrêt d'autobus dans le lotissement lui-même. OK. Il y a aussi une autre chose, c'est que la protection de 76 % de la propriété va faire en sorte que vous allez avoir une récupération de carbone sur à peu près une période de 60 ans, de 1260 tonnes. Et étant donné qu'on est près du boulevard Dieppe, dans le temps, on n'a pas eu besoin de bâtir un lotissement qui était mixte, c'est-à-dire avec des activités commerciales et résidentielles, mais on était capable de pouvoir connecter
le lotissement résidentiel avec une piste cyclable qui puisse se rendre jusqu'au boulevard Dieppe et aussi d'avoir des trottoirs qui puissent se rendre jusqu'au boulevard Dieppe. OK. Tout ça pour vous dire que c'est bien beau d'un point de vue conventionnel, qu'est-ce qu'on peut faire, mais il faut partir d'un point de vue conventionnel et protéger ce qu'on appelle l'avoir vert. Lorsque vous protégez l'avoir vert, là, vous pouvez atteindre justement les bénéfices économiques dont on mentionnait auparavant avec l'histoire de Charles Poirier, qui sont vraiment intéressants pour non seulement le promoteur, mais aussi pour la municipalité. Parfait. Là, maintenant, on va commencer à parler un petit peu plus de notre plan d'action. Qu'est-ce que ça veut dire pour nos communautés ici dans la Commission des services régionaux de la péninsule acadienne? Première des choses, il faut comprendre une chose, c'est que la réalité, présentement, vous êtes en train de vivre avec une densité moyenne réelle de 0,62 maisons par acre et votre évaluation moyenne résidentielle, qui est votre taux d'attraction, est très bas à 130 000 $. Il faudrait l'augmenter. Bon. En premier, on devrait peut-être se fixer des buts, augmenter la densité à 3,4 à court terme et éventuellement à 6,8 unités à l'acre pour que vous puissiez voir les bénéfices, justement, que vous pourriez avoir dans chacune de vos communautés. Et augmenter aussi l'évaluation moyenne jusqu'à 200 000 $. Augmenter l'évaluation moyenne jusqu'à 200 000 $ par rapport à une évaluation moyenne qui pourrait soit être juste à la moyenne ou en bas de la moyenne. Ça veut tout simplement dire que vous voulez devenir plus attrayant, vous voulez avoir plus de gens qui s'en viennent chez vous. Okay? Ça veut aussi dire de changer votre réglementation locale. Ça veut tout simplement dire aussi de former vos promoteurs, d'attirer des investissements, de rendre les municipalités plus attrayantes. On pourrait aussi commencer des projets pilotes, par exemple un projet de 40 acres dans votre municipalité et l'avoir de façon à ce que les gens puissent voir la mathématique en arrière avec l'implantation du concept des codes et savoir aussi comment ça va fonctionner pour avoir tous les bénéfices qui viennent avec ça. Il faut appliquer aussi l'approche des codes au reste de la municipalité éventuellement et vous voulez atteindre tous les succès qui viennent avec ça. OK. Tout ça étant dit, c'est bien beau, là, mais on va se poser des questions là, au niveau de l'approche des codes. L'approche des codes qui est bâtir des collectivités durables avec design. Où est-ce qu'on est rendu avec tout ça? On vient de terminer tout ce qu'on appelle les études situationnelles avec les municipalités. On a aussi fait maintenant une présentation globale de tout ce qui s'est passé avec les 13 municipalités de la péninsule acadienne. Il faut maintenant passer à la phase 2, si on pourrait dire, de l'approche elle-même. Et dans la phase 2, on parle de trouver sa niche au niveau mondial. Je vais revenir là-dessus dans un instant. Et donner, bien entendu, la formation, c'est-à-dire équiper nos promoteurs, équiper les gens qui sont les décideurs au niveau de vos communautés, qui donnent le design de vos communautés, ces gens-là d'inclure des principes de durabilité qui font en sorte que votre aménagement va devenir plus durable. OK. Présentement, on a terminé justement les études fiscales pour vos communautés et il faudrait aller avec la session remue-ménage. OK. Première chose qu'on doit se poser, c'est qu'on a entendu souvent les gens nous dire « bien nous autres, on gère de la dépopulation ». Moi, j'espère que vous n'êtes pas un expert gérant si vous me dites ça, parce que ça veut tout simplement dire c'est que vous allez disparaître. Ce n'est pas ça qu'on veut. Ce qu'on voudrait faire, c'est justement générer des revenus accrus, diminuer les coûts en capitaux et en entretien pour l'infrastructure et les services, attirer des travailleurs du savoir reçu à la retraite qui ont les moyens, attirer des emplois. Ça veut tout simplement dire d'innover, 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 d'innover. Je ne sais pas combien de fois je devrais le dire, à quel point c'est important. Ça a pris 50 ou 100 ans pour arriver où est-ce qu'on est, puis on sait que ça ne fonctionne pas. On sait qu'il y a une crise présentement. Bon, on sait que ce n'est pas durable. Si ce n'est pas durable, ça veut tout simplement dire que maintenant, on devrait prendre une autre technique ou on devrait prendre d'autres façons de procéder justement pour atteindre les niveaux de durabilité qu'on trouve acceptables pour toutes les communautés. Il y a un monsieur que moi je connais qui s'appelle Robert Wong. Robert est quelqu'un qui nous vient directement de la Chine.
Robert, ce que c'est qu'il mentionnait, c'est que lui, je lui avais demandé à Robert, comment ça fait que tu es rendu au Nouveau-Brunswick, là? Parce qu'il a commencé à me dire que, oui, j'étais à la tête d'une multinationale chinoise, puis après ça, il a été à la tête d'une multinationale européenne, il a été à la tête d'une multinationale américaine, et maintenant, il immigrait au Nouveau-Brunswick, sous un programme justement d'immigration où les investisseurs venaient aider à bâtir l'économie locale, aider les gens justement à avoir une meilleure économie locale, à trouver des moyens d'offrir des emplois et d'offrir aussi de l'économie locale qui soit durable. Lorsque j'ai parlé à Robert à propos de la situation qui se passe dans la péninsule acadienne, j'ai mentionné entre autres la dépopulation, j'ai mentionné le manque d'investissement, puis j'ai dit à Robert, serais-tu intéressé de venir travailler avec nous autres? Robert est plus qu'intéressé. Okay? Puis ça veut dire quoi? Vous avez entendu parler probablement du fait que Mme Danielle Charon de l'Association des administrateurs municipaux du Nouveau-Brunswick a fait une demande auprès du Fonds en fiducie pour avoir les fonds nécessaires pour qu'on puisse aller de l'avant avec la phase 2 du projet et la phase 3 qui serait justement de bâtir des projets pilotes. Bon, c'est une chose de faire une demande, mais on a besoin d'avoir le support des gens de votre communauté. C'est là où est-ce que si votre communauté pourra envoyer une lettre d'appui avec l'intérêt aussi de votre communauté aux gens qui sont en train de réviser la demande de Mme Charon à Fredericton, bien, il faut comprendre que ça va faire une différence, c'est certain. Une chose qu'il faudrait peut-être comprendre, c'est que lors de la phase 2, on va aller vers une phase où est-ce qu'on va déterminer votre niche à l'échelle mondiale. On va essayer de voir de quelle façon vous pourriez vous positionner à l'échelle mondiale pour attirer des travailleurs du savoir, parce que les travailleurs du savoir, il ne faut pas se leurrer, c'est ces gens de monde qui sont capables de se localiser n'importe où à travers le monde. Avec les ordinateurs de nos jours, ce n'est pas une question de dire que tu es obligé de te localiser seulement dans un endroit donné. Ces gens-là peuvent choisir l'environnement dans lequel ils vont aller vivre. Puis c'est une des raisons pour lesquelles, entre autres, que Robert Wong vient vivre ici au Nouveau-Brunswick. Il me dit que lui, il avait trouvé justement le paradis sur Terre qui s'appelle le Nouveau-Brunswick. Puis ça veut dire quoi, ça, pour nous autres? Ça veut tout simplement dire, lui, il me dit, si vous avez ce qu'on appelle l'air pur, ça, c'est quelque chose qui est recherché en Chine. Il me disait aussi que l'environnement est absolument extraordinaire et les gens sont accueillants. Bon, tout ça étant dit, bien, on sait une chose, c'est que si on peut travailler avec M. Wong pour attirer des gens, attirer les immigrés à venir s'établir ici, bien, ça va être quelque chose de positif. Puis à travers la phase 2, on va être capable de faire ça, mais il faut travailler justement avec les gens d'affaires, il faut travailler avec les gens qui vont permettre justement à bâtir vos collectivités et bâtir aussi une saine économie, à avoir des collectivités qui soient plus durables. OK. Tout ça étant dit, avoir votre niche mondiale, vous allez être capable de contrebalancer la dépopulation à ce point-là. Et j'aimerais peut-être aussi ajouter qu'on est prêt aussi à vous donner de la formation. Pour ceux qui le désiraient, on va rencontrer les gens qui sont les spécialistes dans le domaine du lotissement ou spécialistes au niveau de l'économie. On va jaser avec eux autres. On parle ici de donner une formation aux gens qui sont personnels des municipalités, les conseillers municipaux, les maires, les promoteurs, les banquiers, agents immobiliers, ingénieurs, urbanistes, arpenteurs géomètres, architectes paysagers, tout ce beau monde-là que normalement on aime mieux pas voir, mais qui sont extrêmement importants parce que ces gens-là, c'est eux autres qui vont vraiment nous aider à définir nos patrons de peuplement et comment ça va fonctionner aussi avec les schémas d'aménagement qu'on va voir dans notre communauté. Parfait.
Bien entendu, nous autres, en tant que compagnie, on est aussi disponible pour coordonner un projet d'école dans votre collectivité ou dans votre communauté. Vous nous laisserez savoir si vous êtes intéressé. Là-dessus, j'aimerais peut-être vous donner ici l'information de contact pour Mme Danielle Charon de l'Association des administrateurs municipaux du Nouveau-Brunswick et aussi mon adresse contact. On va terminer ici, période de questions, et je vous remercie d'avoir été présent. Pour ceux qui vont écouter cette présentation sur l'Internet, je vous remercie d'avoir pris la peine d'écouter cette présentation qui pourrait faire une différence avec les gens de la communauté de la péninsule acadienne. Merci beaucoup et bonjour.